Bonsoir à tous, bienvenue dans 64 minutes, émission spéciale. Ce matin, Israël, avec le soutien des États-Unis, ont lancé une opération militaire d'envergure contre l'Iran. Plusieurs grandes villes, dont la capitale Téhéran, ont été visées. L'objectif de faire chuter le régime des Mollahs est clairement affiché. La riposte iranienne ne s'est pas fait attendre en Israël et contre les bases militaires américaines des pays du Golfe. Mais pas seulement, vous voyez ces images à Dubaï d'une explosion sur la célèbre île artificielle The Palm. De quels moyens dispose l'Iran pour répondre? Faut-il craindre un embrasement de la région? Va-t-on vers une guerre totale? 64 minutes, c'est parti. Et pour comprendre la situation, on sera en direct avec nos correspondants en Iran avec Siavosh Ghazi, en Israël avec Stéphane Amar et aux États-Unis avec Elisabeth Guedel. Également avec nous le colonel Pierre de Jong, cofondateur de l'Institut Thémis. Merci à tous d'être avec nous. Et en plateau, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir. Alors on va d'abord revenir sur la chronologie de ces attaques. Les armées israéliennes et américaines ont donc lancé ce matin une série de frappes contre l'Iran. Après des semaines de menaces d'intervention militaire, plusieurs villes, dont Téhéran, ont été bombardées. Au moins 85 personnes ont été tuées lors d'une frappe contre une école de filles dans le sud de l'Iran. Selon la télévision d'État, les frappes se poursuivent. Les toutes dernières informations avec Christina Moleova. Des colonnes de fumée et un cratère immense en plein centre de Téhéran. Ce samedi au petit matin, les habitants de la capitale iranienne ont été réveillés par des frappes menées conjointement par Israël et les États-Unis. Une opération baptisée Fureur épique, visant à éliminer toutes les menaces existentielles du régime des Mollahs, selon le président américain Donald Trump. Nous allons faire en sorte que les groupes terroristes ne puissent plus déstabiliser la région ou le monde, attaquer nos forces et utiliser leurs engins explosifs pour blesser gravement et tuer des milliers de personnes, dont de nombreux Américains. Et nous veillerons à ce que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. D'autres grandes villes, dont Ispahan, Tabriz et Boucher, ont également été ciblées. Dans les rues, les réactions sont partagées. Sur les réseaux sociaux, des Iraniens partagent des vidéos de joie, comme ici, avec ces femmes en train de danser. D'autres, relayées par les médias d'État, montrent l'ampleur des dégâts. L'une des frappes aurait notamment touché une école primaire pour filles à Minab, dans le sud du pays, et fait des dizaines de morts et de blessés. Téhéran promet une réponse rapide et ferme. Cette nouvelle agression militaire de Washington et du régime sioniste intervient alors même que l'Iran et les États-Unis se trouvaient au milieu d'un processus diplomatique. À présent, le moment est venu de défendre la patrie. Les forces armées de la République islamique d'Iran répondront avec fermeté aux agresseurs. Dans le chaos qui règne, une question revient de plus en plus souvent. Où se trouve l'ayatollah Ali Khamenei? Israël affirme avoir ciblé plusieurs hauts responsables du régime, dont la résidence du guide suprême et du président Massoud Pezeshkian. Téhéran, qui minimise les pertes, affirme de son côté que les deux dirigeants sont vivants et en sécurité. Les médias iraniens assurent que l'ayatollah Khamenei va faire une allocution. Quant aux habitants de Téhéran, ils sont nombreux à vouloir quitter la ville, ce qui crée, vous le voyez sur ces images, des embouteillages. Les autorités leur ont envoyé un SMS pour les inciter à partir. Colonel Pierre de Jong, pourquoi cette offensive aujourd'hui alors que des pourparlers étaient en cours entre Washington et Téhéran? Est-ce qu'ils ont voulu jouer l'effet de surprise? Alors évidemment que les Américains ont joué l'effet de surprise. On sait que les pourparlers étaient quand même, je dirais, relativement hésitants. Donc c'est ça un peu le cœur du sujet. Et donc on voit bien que malgré les annonces qui ont été faites, comme quoi la semaine prochaine il y aurait eu des réunions techniques, et même Marc Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain, devait être à Jérusalem demain. Donc il y avait une espèce de rideau de fumée qui avait été mis en place. Évidemment, les Américains ont souhaité créer la surprise. Donald Trump parle d'une opération menée par vagues. Que faut-il comprendre ? Alors ça, il y a deux points qui restent encore à étudier. Le premier, c'est le fait que les Israéliens ont été les premiers, à tirer sur Téhéran ce matin, relativement tôt. Il était 7h15 ce matin, heure française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y avait deux options. Il y avait une option effet de souffle. Moi, je pensais que c'était l'option qui serait retenue. Visiblement, le président américain a décidé de mener une opération, je dirais, par étapes, ou en tout cas par étapes successives. Donc avec une première frappe qui a duré toute la journée, mais on voit que les objectifs ont été
ont été ciblés. Donc c'est un ciblage qui dure depuis une quinzaine de jours. Et donc ce ciblage est destiné à envoyer un coup de semonce extrêmement fort à Téhéran. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc on peut s'attendre à, dans les jours qui viennent, à avoir d'autres frappes. Oui, est-ce qu'il faut s'attendre à une guerre, longue? Ben, c'est ce qu'a dit le président américain. Encore une fois, tout dépend de la résilience des Iraniens. On verra dans les jours qui viennent si les Iraniens, cessent le fait qu'ils lancent des missiles sur l'ensemble du Moyen-Orient. Il semble pas aujourd'hui que les Iraniens aient décidé d'arrêter. Donc en fait, ils répliquent avec leurs moyens, bien évidemment. Donc les résultats sont relativement faibles, mais il y a quand même des frappes sur l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Merci beaucoup, Père de Jong. Restez avec nous. On va continuer à analyser la situation avec vous. L'Iran, de son côté, a rapidement riposté en envoyant des missiles vers Israël, qui est en état d'urgence. Dans tout le pays, des sirènes d'alarme antiaériennes ont retenti. Face à la menace, la population est appelée à se réfugier dans les abris. Il y a au moins 2 blessés légers. Reportage de France 2 à Jérusalem de Luc Lacroix, Arnaud Miguet, Chloé Duval et Maëlle Benolière. Dans les rues de Jérusalem, les sirènes qui annoncent la riposte iranienne. Les habitants courent se mettre à l'abri. Même scène à Haïfa dans le nord. Depuis ce matin, tout Israël est en état d'urgence. Sur ces images, on voit le système de défense antiaérienne entrer en action. Un tir est intercepté. Les débris retombent dans la mer. Mais un peu plus loin, la chute de projectiles a touché une maison et fait un blessé léger selon les services de secours. À Tel Aviv, les alertes sont incessantes, comme nous le raconte notre correspondant sur place. Dès que ça sonne, ça veut dire que des missiles ont été lancés, probablement d'Iran, et des tirs de missiles ont en effet été détectés par l'armée israélienne. Les abris, c'est ici. Dans les abris souterrains, les longues minutes d'attente, mais des Israéliens pas vraiment étonnés que leur pays ait commencé une campagne de frappe sur l'Iran. Nous nous y attendions car ils en parlent depuis plusieurs semaines, mais on ne savait pas quand ça arriverait. On est habitué à ça, vous savez. Parfois, ce genre de choses doit arriver. Et nous sommes forts. Et nous traverserons cette épreuve comme d'habitude. Là, c'est un parking souterrain qui sert de refuge. Les hôpitaux transfèrent leurs patients dans des abris et la télévision israélienne émet désormais depuis des bunkers. Slimane, est-ce que cette attaque a été lancée sous la pression de Benyamin Netanyahou? La pression, ce n'est pas vraiment le mot. Mais ce qui est sûr, c'est que les Israéliens voyaient d'un très mauvais œil toute négociation, toute possibilité de rapprochement entre Washington et Téhéran. Et surtout que dans leur dernière réunion, les Iraniens avaient laissé entendre, avaient cédé sur le tabou absolu. C'est-à-dire qu'ils ont enrichi à peu près 400 kilos d'uranium, de plutonium, et qu'ils gardaient et qui seraient susceptibles de fabriquer ce qu'on appelle une bombe sale. Ils avaient laissé entendre qu'ils étaient prêts à renoncer à ce capital et à le livrer à un pays tiers, par exemple, comme la Russie. Ce qui aurait amélioré et réchauffé les relations entre Washington et Téhéran, ce que Benyamin Netanyahou ne veut pas. Donc il est possible que ce soit là l'élément qui ait déclenché l'attaque israélienne. Et une fois que l'attaque israélienne est lancée, les États-Unis, par toutes sortes de traditions, de pactes, de défense, etc., avec Israël, interviennent. Mais au-delà de toute cette intervention, on est là dans le feu de l'action, on n'a pas assez de recul pour évaluer. La question qui se pose à la terre entière, c'est comment ça se fait qu'un État décide de lui-même de faire le travail pour sauver l'humanité, d'attaquer un régime dictatorial et d'intervenir lui-même par la force, en dehors de tout cadre juridique, en violation de la charte de l'ONU dont il est membre et dont il a été un des promoteurs et dont il abrite l'immeuble et les institutions de l'ONU. Est-ce que ça veut dire que l'ONU, c'est fini? Est-ce que ça veut dire, comme cette guerre intervient une semaine après le lancement du Conseil de la paix dont Donald Trump est le seul président, est-ce que ça veut dire que ce Conseil de la paix qu'il avait présenté comme étant un substitut de l'ONU sous sa propre autorité, est-ce que cela veut dire qu'il est maintenant seul à décider
quels sont les bons et quels sont les méchants et quand il faut frapper. C'est une question qui se pose pour l'avenir des relations internationales. Et pour comprendre ce qui se passe en Israël, on va prendre la direction de Jérusalem. Stéphane Amar, vous êtes sur place. Est-ce qu'il y a toujours des sirènes d'alerte? Est-ce que la population israélienne soutient ces frappes? Alors on me dit qu'on a un petit problème de connexion. Non, je vous entends bien. M'entendez? Très bien. Est-ce que vous avez entendu ma question? Est-ce qu'il y a toujours des sirènes d'alerte? Absolument. Alors écoutez, oui, il y a une alerte, il y a une dizaine de minutes, on sort à l'instant des abris. Un message vient d'être envoyé sur tous les téléphones portables pour dire qu'on peut à présent quitter les abris. La journée a été rythmée par plusieurs alertes. Alors ici où je me trouve à Jérusalem, seulement 5 alertes, si l'on peut dire, au cours de la journée, mais elles ont été beaucoup plus nombreuses dans la région de Tel Aviv, avec pour l'instant très peu de dégâts et pas de victimes. La plupart des missiles ayant été interceptés, soit ici sur le sol israélien, soit en amont par la Jordanie. Oui, la population, bien sûr, soutient ces frappes parce que les Israéliens craignaient plus que tout que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire et s'en serve pour mettre à exécution ces menaces, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël, des menaces qui ont été proférées à de nombreuses reprises par les responsables iraniens. Il y a donc un soutien franc et total de la population. Et je dois le dire, la population qui reste relativement calme et relativement confiante pour la suite des événements. Merci beaucoup Stéphane Amar en direct de Jérusalem. L'Iran n'a pas seulement riposté en lançant des missiles vers Israël, plusieurs bases américaines dans le Golfe ont été prises pour cible par les gardiens de la Révolution. La plus importante, celle d'Al-Udeid au Qatar, a été touchée. Lou Bureau. Il est 8h du matin au Bahreïn quand soudain un missile iranien s'abat sur le quartier général de la 5e flotte américaine. Au même moment, dans les pays voisins du Golfe, les défenses aériennes entrent en action. De nombreux missiles iraniens sont interceptés dans le ciel du Qatar et des Émirats arabes unis. À Abu Dhabi, des touristes filment cette scène, incrédules. Oh mon Dieu! Des bombardements! Mais tous les missiles iraniens ne sont pas interceptés. Beaucoup atteignent leur cible au sol, pour la plupart sur des bases militaires. Les autorités restent pour le moment silencieuses sur les installations touchées. Des explosions sont aussi signalées en Jordanie, en Irak, en Arabie Saoudite et même au Koweït. La réponse iranienne est massive dans toute la région et parfaitement assumée par les gardiens de la Révolution. Les missiles et les drones des gardiens de la Révolution ont durement ciblé le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine au Bahreïn, ainsi que d'autres bases américaines au Qatar et aux Émirats arabes unis, sans oublier plusieurs centres militaires. En quelques heures, la quasi-totalité des pays de la région ont fermé leur espace aérien. Le trafic maritime a également été suspendu dans certaines zones et des consignes de confinement ont été adressées aux populations civiles. Pendant que les chancelleries occidentales appellent à la désescalade, plusieurs groupes armés alliés à Téhéran, comme le Hezbollah ou les Houthis au Yémen, annoncent vouloir frapper des installations militaires américaines. En fin d'après-midi, une nouvelle vague de drones et de missiles iraniens a visé plusieurs cibles au Koweït et aux Émirats arabes unis, dont la base d'Al-Dafra. À Dubaï, Palm Jumeirah, l'un des quartiers les plus emblématiques de la ville, a également été touché, provoquant un incendie. On prend à présent la direction de Téhéran pour retrouver notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, est-ce que les frappes se poursuivent? Quelle est l'atmosphère sur place? Les frappes se poursuivent. On a entendu depuis une demi-heure une quinzaine de détonations. Là encore, il y en a deux autres que je viens d'entendre d'assez loin, apparemment dans les quartiers du sud-ouest de Téhéran. Les batteries anti-aériennes sont également entrées en action pas loin de chez moi, dans le nord de la capitale iranienne, visiblement pour viser des drones qui survolent la capitale iranienne. Donc les bombardements, les missiles, les frappes se poursuivent ce soir et s'intensifient même, je dirais. Je me suis rendu il y a maintenant un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie dans plusieurs quartiers de la capitale. Et les rues sont totalement vides, à part les forces anti-émeutes et les forces de sécurité. On ne voit que des automobilistes qui font la queue, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres devant les stations d'essence pour faire le plein. Tout le monde a été surpris par donc ces frappes et l'envergure et l'intensité
des frappes commencées ce matin par Israël et les États-Unis. Et donc, beaucoup de gens sont allés faire des provisions dans les magasins qui sont maintenant tous fermés depuis plusieurs heures. Et donc, maintenant, les gens essayent de faire le plein au cas où ils seraient obligés de quitter la capitale iranienne. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran. Faut-il craindre un embrasement de la région? Regardez la réaction du président français Emmanuel Macron sur X. L'escalade en cours est dangereuse pour tous. Elle doit cesser. Pierre de Jong, est-ce qu'on est face à un engrenage incontrôlable? Alors c'est un peu trop tôt pour le dire, ça a commencé depuis ce matin et on voit que les Américains n'ont pas mis tous les moyens, bien évidemment, puisqu'on sait qu'ils sont capables de faire des salves de 500 missiles en une seule fois. Donc, et ça, ils l'ont pas du tout fait. On voit que c'est encore une fois, ils envoient des missiles ou des missiles sur des objectifs extrêmement ciblés. Donc on verra dans les jours qui viennent. Par contre, ce qui est possible, si les Iraniens continuent de bombarder les installations américaines au Moyen-Orient, je parle de l'Arabie Saoudite, je parle de la base de la 5e flotte américaine qui est actuellement à Bahreïn, tu parles de la base au Qatar et un peu partout au Moyen-Orient, il n'est pas impensable que, évidemment, les Américains vont renforcer ou en tout cas vont accélérer le processus de destruction des installations militaires iraniennes. Donc ça, c'est quasiment évident. Donc là, effectivement, on sera face à une escalade, mais ça, c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'une escalade, ça se met en place sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on verra dans les jours qui viennent qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, les Iraniens ont suffisamment de stock? C'est la grande question, parce qu'on est vraiment sur un combat dans la profondeur des deux côtés. Et donc, encore une fois, c'est celui qui a le plus de missiles qui gagnera la guerre. Encore une fois, les dégâts, on va les évaluer assez rapidement, mais on voit que les bases américaines, elles sont protégées, mais peut-être pas suffisamment. Elles n'ont pas de dôme de fer. C'est pour ça qu'Israël, aujourd'hui, est relativement protégé. Je dis bien relativement. Le dôme de fer est fonctionnel, mais la mécanique de saturation que met en place les Iraniens peut être efficace, et évidemment, porter ses fruits dans la déstabilisation du Moyen-Orient. À ce moment-là, les Américains, je pense, engageront la vitesse supérieure. Merci beaucoup, Pierre de Jong. En tout cas, les réactions internationales se multiplient. Emmanuel Macron convoque un conseil de défense à 18h pour parler de la situation au Moyen-Orient. Donald Trump lui prévient que l'opération est en cours, sera de grande ampleur. Il prépare aussi sa population à la mort de citoyens américains. Écoutez-le. De courageux héros américains pourraient y laisser leur vie et nous pourrions avoir des pertes. Cela arrive souvent à la guerre, mais nous ne faisons pas cela pour le présent, nous faisons cela pour le futur et c'est une mission noble. Elisabeth Guedel, bonsoir. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Jusqu'où peut aller Donald Trump ? Écoutez, ça fait des mois que les États-Unis préparent cette confrontation avec l'Iran. Leur capacité militaire au Moyen-Orient est la plus importante depuis l'invasion en Irak en 2003. Et j'en parle parce que c'est ce qui hante les Américains, une guerre qui s'éternise, qui s'enlise. Et ça, Donald Trump avait promis, on s'en souvient évidemment, qu'il n'engagerait pas le pays dans une nouvelle guerre. Maintenant, il prépare les Américains à d'éventuelles pertes, de la mort de soldats, pas sur le sol iranien, puisque 30 à 40 000 soldats sont déjà déployés au Moyen-Orient. Il le fait, dit-il, au nom, on l'a entendu, une mission noble, au nom de l'avenir. Pas certain que les Américains, qui sont majoritairement opposés à ce genre d'opération, accepteront longtemps la perte de soldats au nom de la liberté des Iraniens. Surtout que ces frappes, si ça se prolonge, s'il n'y a pas de changement à Téhéran, et puis surtout que Donald Trump prend un risque politique, et ça va être peut-être ça, sa limite aussi dans le temps. On est à moins de 9 mois des élections de mi-mandat. Ça divise même sa base, ses partisans, cette opération. Il y a ceux qui s'en réjouissent au nom de la protection du sol américain des attaques éventuelles de l'Iran, et puis ceux qui sont contre, qui veulent que Donald Trump se concentre sur leur quotidien. Et donc, c'est un risque politique que ne va peut-être pas prendre Donald Trump à 9 mois, encore une fois, des élections de mi-mandat. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, en direct de New York. L'offensive lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran vise à anéantir son programme nucléaire. Après la guerre des 12 jours menée en juin dernier par les deux pays, que reste-t-il des installations nucléaires de la République islamique? On fait le point avec Alexandre Malesson. Voici les installations nucléaires au cœur des négociations des derniers jours entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump demandait aux responsables iraniens de renoncer à tout enrichissement d'uranium.
Vous n'avez pas besoin d'enrichir quand vous avez autant de pétrole. Donc je ne suis pas content des négociations. Je dis aucun enrichissement. Pas 20%, pas 30%. Ils veulent toujours 20-30%. Ils le veulent pour des fins civiles. Je trouve cela incivil. Je ne suis donc pas satisfait, non. Aujourd'hui, il est impossible de connaître précisément l'état de l'équipement nucléaire de l'Iran. Les dernières données remontent au 13 juin, soit au début de la guerre des 12 jours, et les frappes israéliennes sur des sites clés du programme nucléaire iranien. À ce moment-là, l'Iran enrichissait l'uranium à 60%, proche donc des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Mais ce jeudi 26 février, le président iranien assurait ne pas vouloir en arriver là. Le chef de la société, le chef religieux de la société ne peut mentir. Lorsqu'il déclare que nous n'aurons pas d'armes nucléaires, cela signifie que nous n'en aurons pas. Même si je voulais aller dans cette direction, je ne pourrais pas. D'un point de vue doctrinal, je n'y serais pas autorisé. Je n'aurais même pas le droit d'y penser. Autre grand point de tension des négociations, le programme balistique iranien. Le régime des mollahs refusait d'aborder le sujet avec Washington. Il est important de se rappeler que l'Iran refuse de parler des missiles balistiques, que ce soit avec nous ou avec qui que ce soit. C'est un gros problème. Selon Donald Trump, l'Iran a développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et en fabrique d'autres pour atteindre les États-Unis. Des affirmations démenties par la République islamique. Un rapport parlementaire américain de 2025 expliquait qu'à l'époque, l'arsenal iranien pouvait atteindre des cibles allant jusqu'à 3000 km. Pas suffisant donc pour atteindre les États-Unis. Slimane, au début de l'opération, Donald Trump a pris la parole, mais on n'a pas très bien compris quel était l'objectif de cette guerre. Oui, en effet, il a fait un discours de 8 minutes qui était assez confus. On ne savait pas vraiment pourquoi, quel était l'objectif final d'une guerre d'une telle ampleur quand même. On est déjà au premier jour et il y a déjà 7 États qui sont plus ou moins touchés et concernés par ce conflit. Et on n'en est qu'au premier jour. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il a dû remonter à 1979 et évoquer la prise d'otages de diplomates américains par les gardiens de la Révolution pour montrer la méchanceté des Iraniens contre les Américains. Ensuite, il a dit, voilà, c'est un régime qui est un régime malade, dont il faut se débarrasser. Et puis, il dit, on va faire tomber le régime. Ils ne doivent pas avoir la bombe atomique, on doit faire tomber le régime. Et il lance un appel aux groupes ethniques qui composent l'Iran, leur disant « Soulevez-vous pour renverser le régime ». Alors, sur les 3 points, ça montre toute la méconnaissance des questions du Moyen-Orient. 1. Tous les États du Moyen-Orient, y compris Israël, sont des États multiethniques. Donc, si on commence à jouer la carte des ethnies, on peut faire éclater tous les États du Moyen-Orient. 1. 2. Quand il dit on veut faire tomber le régime, à partir de quand on peut admettre que le régime est tombé? En tuant le guide, le ministre de la Défense, le président? À partir de combien d'assassinats on peut dire que ça y est, c'est le point final, le régime est tombé? Enfin, pour le nucléaire. Sur le nucléaire, Donald Trump nous avait dit dans la guerre des 12 jours qu'il avait pulvérisé tout le système d'enrichissement. Justement, à propos du nucléaire, colonel Père de Jong, quels sont les moyens dont disposent les Iraniens? Est-ce qu'on peut s'attendre à des frappes nucléaires? Alors non, je crois que c'est beaucoup trop tôt. Les Iraniens n'en étaient pas du tout là. C'est vrai qu'ils commençaient, enfin ils avaient, ils avaient densifié une série. Enfin l'uranium enrichi, il avait beaucoup, il avait 400 kilos, ce qui était beaucoup, mais ça suffit pas pour faire des bombes propres. Donc ils étaient prêts à faire une bombe sale. Ça c'est les suppositions. Mais bien évidemment, le problème des Iraniens, c'est qu'ils ont été pris à leur propre piège, de leur propre rhétorique. C'est que le fait de pas accepter entre guillemets les inspections de l'AIEA, ça commençait à ça a mis le doute dans l'esprit des Américains. C'est ça le cœur du problème. Et en fait, le problème, c'est quand les Iraniens, il y a 2 jours ou 48 heures, ont envoyé des messages plus positifs sur le nucléaire, c'était trop tard. La machine était lancée. Ce qu'ils ont dit avant-hier, il fallait le dire il y a 2-3 mois. Et là, on aurait pu éventuellement, encore une fois, ou même il y a 1 mois, on aurait pu encore une fois, si vous voulez, ralentir la machine. Là, la machine s'est lancée toute seule. Donc le vrai problème, c'est que les Iraniens n'ont pas été clairs. Et c'est vrai que le fait que les
Iraniens menacent à intervalles réguliers Israël, par exemple, ça pose un énorme problème. Et tout ça, ça ne s'est pas régulé. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de force. En fait, le problème va se régler militairement. Mais est-ce qu'une situation comme celle-là peut se régler militairement? C'est ça le cœur de la question. D'autant qu'on voit bien que la question des populations, il y a comme le mois dernier, au mois de janvier, il y a eu des massacres, à Téhéran. C'était pas la question. Maintenant, elle réapparaît parce qu'il faut bien trouver une légitimité à l'action américaine. Donc c'est ça le cœur du problème. Le cadre politique n'est pas défini, l'effet fini à rechercher n'est pas très clair. Et évidemment, les Américains, ils vont sur la pointe des pieds. Ils n'ont pas mis tous les moyens. Donc effectivement, on va assister potentiellement à une escalade. D'autant que les Iraniens ont une capacité encore balistique. Merci beaucoup, colonel Perdelong. Désolé, on n'a plus de temps. C'est la fin de cette première partie. Émission spéciale. On se retrouve dans quelques instants pour suivre la situation en Iran. À tout de suite.